trésor de Toutankhamon est véritablement faramineux. C'est plus de 5000 pièces, dont 2000 objets de bijouterie et d'orfèvrerie. Le masque de Toutankhamon fait à lui seul 10 kg d'or et son cercueil interne, qui est en or massif, fait 110 kg à lui tout seul. Il y a des objets qui font partie de ce qu'on appelle le trousseau funéraire habituel d'un pharaon. Et puis très clairement, il y a des objets de la vie quotidienne. « 1922, l'égyptologue anglais Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon. 4 petites pièces et un trésor extraordinaire. L'antichambre, les chars de Toutankhamon et ses 3 lits funéraires. L'annexe et ses dizaines de chaises, tables, céramiques et autres objets du quotidien. La chambre du trésor, où sont conservés les viscères momifiés du pharaon. Et la chambre funéraire dans laquelle repose le corps du roi, à l'intérieur de son sarcophage, de ses 3 cercueils et de ses 4 chapelles funéraires. On voit les cartouches de Toutankhamon, mais en dessous, on voit des petites traces qui correspondent à d'anciens signes. Un siècle après la découverte, le trésor du pharaon livre de nouveaux secrets. Des signes cachés, ceux d'un personnage oublié. On a bouché la marque du féminin, on a remis une feuille d'or, on a repoli le tout et on ne voit plus rien. Au plus près des objets et dans les tombes des grands personnages du Nouvel Empire, les scientifiques enquêtent sur la véritable origine du trésor. Et 2300 ans après les faits, ils écrivent une nouvelle histoire du règne du pharaon. On aurait dû ou enlever ce bracelet du mobilier funéraire ou corriger le cartouche. Mais, comme vous le savez, le crime parfait n'existe pas. Musée du Caire, au cœur de la capitale égyptienne. Le trésor de Toutankhamon y était conservé depuis sa découverte. Aujourd'hui, il déménage. Chaque semaine, sous haute protection policière, des convois chargés d'antiquités à la valeur inestimable traversent la ville et ses gigantesques embouteillages. Destination à une dizaine de kilomètres, les pyramides de Gizeh. C'est ici qu'est aménagé le nouveau grand musée égyptien, où pour la première fois, l'ensemble du trésor sera bientôt exposé. Tarak Taoufik, le directeur du musée. Aujourd'hui, il reçoit l'un des 6 chars du pharaon. Bien que l'équipe soit très expérimentée, chaque convoi comporte un risque. Les objets vieux de 3 millénaires sont d'une très grande fragilité. C'est un moment particulièrement éprouvant, parce que maintenant les 4 côtés doivent être libérés et ne doivent pas toucher la pièce. Il faut être très prudent et tout faire simultanément. La dernière roue est à sa place. Cela veut dire que l'ensemble du char est arrivé intact. Plus délicat encore, l'un des lits funéraires du pharaon.
La robe tachetée qui couvre l'armature du lit est une évocation de la déesse Méitouret. Elle est coiffée entre ses cornes d'un disque solaire. Il faut accéder sous les pieds du lit pour un dernier contrôle. Nous nous assurons que cette partie du mobilier n'est pas attaquée par des insectes. S'il y avait une infection, on devrait le mettre en quarantaine. Examen négatif. Le lit peut à présent rejoindre les laboratoires ultramodernes du nouveau grand musée égyptien. Il y attendra son tour aux côtés d'autres lits et d'autres chars du pharaon, en cours de nettoyage et de restauration. C'est un appareil qui diffuse de l'air chaud de façon à ramollir et à dissoudre les couches de cire qui se trouvent sur l'objet. C'est la cire qu'a mis Howard Carter sur les antiquités quand il a découvert la tombe, de façon à les conserver et à les protéger jusqu'à nos jours. Dans le laboratoire voisin, plusieurs colliers retrouvés dans la tombe. Lorsque Howard Carter les a découverts, leurs liens étaient partis en poussière et les perles étaient éparpillées. Aujourd'hui, ils sont recomposés. Depuis sa découverte, il y a près d'un siècle, le trésor n'avait jamais été aussi accessible et l'objet de tant d'attention. Le moment ou jamais pour le réétudier, pour le redécouvrir et pour réécrire certaines pages de sa grande histoire. Pourquoi les pharaons, 1500 ans avant notre ère, ont-ils choisi cet endroit pour y être inhumés? Sans doute à cause de ce pic rocheux qui fait penser à la silhouette d'une pyramide. La vallée des rois se trouve sur la rive occidentale du Nil, face à la ville de Luxor, l'ancienne ville de Thèbes dans l'Antiquité. La vallée des rois, le lieu des découvertes les plus spectaculaires. 21 tombeaux appartenant à des pharaons y ont été exhumés. Mais s'y trouvaient également ceux de plusieurs grands personnages que les rois ont voulu récompenser en leur accordant le privilège d'être enterrés à leur côté. C'est ici, au matin du 4 novembre 1922, que commence l'histoire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Ce jour-là, Howard Carter arrive sur place et ce qui le frappe, c'est un grand silence. Les ouvriers se sont tous tus parce que, après des années de recherche, ils viennent de trouver quelque chose, un indice probant pour la découverte d'une tombe, la première marche d'un escalier qui s'enfonce dans le sol. Lors de cette première journée, en dégageant les marches successives, il découvre une languette de bois. C'est un élément qui vient au sommet d'un coffre. Howard Carter le reconnaît immédiatement et dessus, il trouve plusieurs cartouches royaux.
La languette se trouve sur la dernière marche de l'escalier, parmi des débris en apparence sans grande importance. Les débris d'un coffre, récemment recomposé dans les laboratoires du Grand Musée. La languette y a retrouvé sa place. 2 noms y sont inscrits. 2 noms clés dans l'enquête sur la tombe de Toutankhamon. Celui de son père, le pharaon Akhénaton, mais aussi celui de sa sœur aînée, Méritaton. 2 noms intimement associés à l'histoire d'Amarna, une ville située à 200 km au nord de Thèbes et de la vallée des rois. Amarna, la capitale d'Akhénaton, le père de Toutankhamon. Le pharaon l'avait dédié à un dieu unique, le dieu Aton, et à sa manifestation sur Terre, le disque solaire. Il faut imaginer le projet comme quelque chose d'absolument colossal. C'est une ville tout entière qui s'étale sur 10 km et qui sera réalisée en moins d'une demi-douzaine d'années. Le roi décide de baptiser ce nouveau site Akhet-Aton, qui signifie en égyptien l'horizon d'Aton, c'est-à-dire qu'il reconnaît ici dans le lieu d'Amarna le point d'apparition du soleil sur Terre. Le nouveau culte donne naissance à une nouvelle architecture. Ici, les temples n'ont pas de toiture, de façon à laisser la lumière du soleil pénétrer dans le sanctuaire. Les temples d'Aton ont aujourd'hui presque totalement disparu. Il n'en reste plus que d'infimes fragments. Et les fondations. Les archéologues britanniques qui travaillent sur le site ont voulu matérialiser l'emprise des murs sur le sol avec ces pierres, mais au-dessus, il faut imaginer des murs qui montaient à plusieurs mètres de haut, réalisés avec des blocs particuliers qui sont des blocs préfabriqués qu'on appelle des talatates. Ces blocs sont produits de façon quasiment industrielle dans les carrières d'Égypte et leur gros avantage, c'est qu'ils pèsent environ 50 kg. C'est-à-dire qu'ils peuvent être portés sur le dos d'un homme de constitution normale et ça permet aux architectes de Pharaon de construire les édifices très très rapidement puisqu'on peut poser les blocs les uns après les autres. L'inconvénient évidemment, c'est que si on peut construire les murs très rapidement, on peut aussi les démonter très rapidement. Et donc peu de temps après la fin du règne d'Akhénaton, on va décider de démonter complètement ces temples jusqu'aux fondations et tous ces blocs vont être réutilisés dans de nouvelles constructions. 10 ans après sa mise en chantier, l'immense projet du roi s'achève par un fiasco. Et le destin de la famille royale tourne à la tragédie. Mais quelle relation avec le coffre retrouvé en fragments par Howard Carter devant la tombe de Toutankhamon? Pourquoi le nom d'Akhénaton y figure-t-il, aux côtés de celui de Méritaton, sa fille aînée? La réponse se trouve dans la tombe royale d'Amarna. Une tombe creusée dans la montagne qui surplombe la ville disparue. Les reliefs y sont très endommagés. Mais ils permettent de reconstituer le terrible épilogue du règne d'Akhénaton. Dans la partie gauche, on a la représentation de 2 petites princesses qui sont allongées, qui sont mortes sur un lit mortuaire. Il s'agit de la princesse Sétépenré et de sa jeune sœur Néfer Néferhoré.
Devant elles, devant leur lit, on a le couple royal en pleurs. Akhenaton à l'avant, qui fait un geste de deuil et qui tient de son autre main le bras de son épouse Néfertiti éplorée qui chancelle devant la douleur. À la sortie de l'une des salles, on a un personnage qui est mis en avant, qui est porté par une nourrice qui ne peut être que le prince Toutankhamon, qui vient donc de naître peu avant la disparition de ses deux sœurs aînées. On a des dames de l'entourage royal qui ont une attitude de deuil avec les bras repliés sur la tête et qui pleurent en fait en accompagnant la famille royale face au décès des deux jeunes princesses. Dans une chambre voisine, la série noire continue. La maladie a frappé à nouveau et une troisième princesse a disparu. Elle est figurée ici sous la forme d'une statue, devant laquelle se lamente le couple royal. Il s'agit de la princesse Mekhetaton. Elle a environ 10 ans au moment de son décès. Akhenaton et Néfertiti en pleurs sont accompagnés des 3 petites princesses survivantes, l'aînée de la fratrie, la princesse Meritaton, ensuite vient Ankhesenpaaton, et la dernière, la plus jeune, la princesse Neferuaton Tachérit, dont la silhouette a disparu, et c'est justement elle qui est la suivante sur la liste des décès. On sait qu'elle va mourir assez rapidement et ce sera ensuite le tour de la reine-mère Tihi, la mère d'Akhenaton, et puis de la grande épouse royale, la reine Néfertiti, qui décède en l'an 16 à la fin du règne. Quelle peut être la cause de ces décès répétés qui déciment la famille royale? Une correspondance diplomatique entre Akhenaton et le roi de Babylone évoque la disparition d'une autre épouse du pharaon, morte de la peste, au sein même du harem royal d'Amarna. Meritaton, la fille aînée du pharaon, survivra à l'épidémie. Après la disparition de sa mère, Néfertiti, elle est unie à son père, Akhenaton, et prend le titre de première épouse royale. Alors que son frère Toutankhamon est encore un très jeune enfant, la voici en bonne position pour prendre la succession. Deux jours ont passé dans la vallée des rois depuis la découverte de l'escalier, quand Howard Carter se présente devant la première porte du tombeau de Toutankhamon. Il procède à une petite ouverture et constate que le couloir d'accès est presque entièrement comblé. Puis il rebouche la porte et décide de suspendre la fouille. Et aussitôt, il envoie la bonne nouvelle en Angleterre. Enfin, superbe découverte dans la vallée. Tombe magnifique avec seau intact. Tout recouvert en vue de votre arrivée. Félicitations. Lord Carnarvon, le destinataire du télégramme. Pour ce passionné d'automobile, tout avait commencé 20 ans plus tôt, en Allemagne. Il pilote ce jour-là son dernier bolide, quand il perd le contrôle du véhicule. Et bien que le choc se soit produit à la vitesse de 30 km/h, Lord Carnarvon est sérieusement blessé. Ses médecins lui conseillent alors de passer l'hiver loin du climat froid et humide de l'Angleterre. À Luxor, sa chambre fait face à la vallée des rois. C'est le début de l'aventure.
Lord Carnarvon arrive ici dans ce palace tout britannique, entouré de compatriotes, et comme la plupart d'entre eux, en fait, il s'ennuie parce qu'il doit passer tout l'hiver. Et donc, très vite, sur le conseil de ses amis ici, il va vouloir pratiquer de l'archéologie. Carnarvon va fouiller pendant plusieurs mois avec des résultats à la limite du ridicule, il s'en rend compte lui-même, puisqu'il ne va juste découvrir qu'un sarcophage de chat. Et très vite, après cette campagne, Carnarvon se rend compte que l'archéologie est un travail d'expert et qu'il doit se faire aider par un véritable archéologue de métier qui connaît le terrain. Et si un homme connaît par cœur la nécropole royale, c'est bien Howard Carter. Quelques années plus tôt, il a été nommé inspecteur des antiquités et s'est installé dans cette maison de fonction. Sa mission consiste à contrôler le bon déroulement des fouilles archéologiques de son secteur, qui comprend entre autres la prestigieuse Vallée des Rois. C'est ainsi, pendant ce séjour de 5 années à Luxor, qu'il se familiarise avec son futur terrain d'exploration. Cette maison, en fait, c'est vraiment la maison d'un archéologue. On n'est pas dans les zones d'habitation, on est au-delà de la lisière des terres de culture, à l'entrée de la Vallée des Rois, en contact direct, en fait, avec ce site archéologique prestigieux. Et il vit ici avec son cheval, une gazelle apprivoisée. On a des photos de l'époque qui le montrent et manifestement, il est très heureux, il est dans son élément. Howard Carter n'est pas un archéologue classique, il n'a pas fait les bancs de l'université pour apprendre son métier, il a appris sur le terrain. Mais il a néanmoins véritablement l'âme d'un détective. On le voit par plusieurs affaires de pillards qu'il résout, en essayant de traquer, avec des indices vraiment de police judiciaire, de traquer les pillards qui sont venus s'attaquer aux antiquités dont il a la charge. Et donc une fois, il va suivre les traces de pas pour essayer d'identifier qui est venu sur le site. Une autre fois, il va suivre une bande de voleurs qui part dans la nécropole pendant la nuit, qui descend au bout d'une échelle de corde dans un ravin. Et une fois qu'ils sont sur le site, la main dans le sac, en fait, Howard Carter retire l'échelle de corde pour pouvoir les attraper et en même temps identifier le site qu'ils ont découvert. Ces années heureuses vont pourtant s'interrompre brutalement quand Howard Carter est muté dans la région du Caire. Le voici inspecteur des antiquités du site de Saqqara et de sa célèbre pyramide à degrés. Un matin, un groupe de touristes français, dont des gens très influents, s'en prend au personnel égyptien parce qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur d'un lieu qu'ils souhaitent visiter. Carter prend fait et cause pour les gardiens du site. Incident diplomatique, il doit quitter ses fonctions. Howard Carter a 30 ans, il se retrouve sans emploi. Mais piqué par le virus de l'égyptologie, il reste en Égypte, il reste dans la région thébaine, dans la région de Luxor, où il va vivre d'expédients en vendant des aquarelles, des dessins qui réalisent des monuments et qui vend à des touristes européens qui passent par là. Et progressivement, il se rend compte qu'il manque un roi dans la liste des souverains du Nouvel Empire qui ont été enterrés dans la Vallée des Rois. Et il va rassembler patiemment les indices qui lui permettent de se mettre en quête de ce souverain manquant. Ces indices, ce sont 5 découvertes réalisées quelques années plus tôt dans la Vallée des Rois. Chacune d'entre elles concerne de près ou de loin Toutankhamon. Tout d'abord, il y a la découverte de la tombe de Yu-Ya-Tuyu, qui sont les arrière-grands-parents de Toutankhamon, les grands-parents d'Akhenaton, qui est découverte dans le secteur central de cette vallée. La tombe en question ne comporte aucune décoration, mais elle contient à sa découverte, en 1905, un trésor hors du commun. Les panoplies funéraires de Yu-Ya-Tuyu sont intactes, et Carter suspecte que tous leurs descendants, y compris Toutankhamon, sont enterrés à proximité. Et ce qui met vraiment Howard Carter sur la trace de Toutankhamon, c'est la découverte d'un petit vase en faïence qui porte le nom de Toutankhamon.
Ce vase a dû échapper au convoi funéraire lorsqu'on a enterré Toutankhamon, mais s'il se trouve là, ça veut dire que la tombe doit être proche. Il y a aussi la découverte, dans une tombe inachevée, d'un minuscule masque doré et d'autres objets qui comportent eux aussi le nom du roi. À partir de ces indices, Howard Carter est en mesure de déterminer que la tombe de Toutankhamon est à chercher dans le secteur central de la vallée des rois. Howard Carter situe alors chacun des indices sur une carte et trace un carré pour définir le périmètre de ses recherches. C'est exactement en son centre, 6 ans plus tard, qu'il découvrira l'entrée de la tombe tant convoitée et qu'il trouvera dans les débris d'un coffre la fameuse languette de bois sur laquelle est inscrit le nom de Méritaton. Mais pourquoi ce coffre se trouve-t-il en fragments devant la porte de la tombe du roi ? C'est au musée du Caire que se trouve la réponse à cette question. Et cette fois, dans le trésor de Toutankhamon lui-même. Mark Gabold, l'un des meilleurs spécialistes du pharaon. Il soupçonne certains objets du trésor d'avoir eu un premier propriétaire. Et aujourd'hui, il veut en apporter la preuve. C'est du cristal de roche, c'est génial. Mark Gabold commence son étude par l'un des sarcophages canopes, dans lesquels se trouvaient les viscères du pharaon. À l'extérieur, aucune anomalie. Rien à signaler non plus dans la cuve. Sur ce cartouche, ce sera vraiment difficile d'avoir la moindre information sur le premier propriétaire. Mais à l'intérieur du couvercle, des traces suspectes éveillent son attention. On voit les cartouches de Toutankhamon, mais en dessous, on voit des petites traces qui correspondent à d'anciens signes. Le cartouche de Toutankhamon et les traces d'une ancienne gravure que l'égyptologue identifie immédiatement. C'est très difficile d'assurer la lecture sur ceci, mais par d'autres exemples, on peut reconstituer le cartouche original. C'est celui de la reine Pharaon, qui est en plus appelée celle qui est bénéfique pour son époux. Donc ça veut dire que ces petits sarcophages à viscères sont usurpés de cette reine Pharaon. La reine Pharaon, c'est bien sûr Méritaton. Si ces petits sarcophages étaient à l'origine sa propriété et ont ensuite été rebaptisés pour le roi Toutankhamon, qu'en est-il de ce somptueux coffre en albâtre à l'intérieur duquel ils étaient glissés ? Mark Gabold a l'occasion unique de l'examiner sans sa protection de verre. Ce qui est étonnant, c'est que par la position des couvercles, on a une espèce de dialogue entre ces deux effigies qui se regardent droit dans les yeux à quelques millimètres. Et je trouve ça extrêmement touchant de voir cette espèce de mise en scène faite par les anciens Égyptiens pour les organes du roi finalement. Sur le coffre en albâtre, les 2 cartouches du pharaon Toutankhamon. À gauche, son nom de règne, à droite, son nom de naissance. Juste en dessous du dernier signe, la petite corbeille, on voit un trait horizontal qui correspond vraisemblablement à un premier nom. Et de même, sur la droite, on voit qu'il y a un premier cartouche entouré de noir, mais en dessous, on voit les traces d'un deuxième anneau de cartouche. Ce qui veut dire que ce nom a été corrigé dans l'Antiquité. Et il a été corrigé pour que l'on attribue ce monument à Toutankhamon. L'un des objets les plus sacrés du trésor de Toutankhamon aurait donc été produit pour un autre personnage,
Ici encore, Méritaton est l'hypothèse la plus vraisemblable. Et puis, il y a les objets pour lesquels aucun doute n'est permis. Découvert parmi plusieurs bijoux au nom de Toutankhamon, ce bracelet en fait partie. Il a sans doute échappé à l'attention des prêtres, responsables de l'inhumation du pharaon. On voit les deux noms d'un roi qui porte comme épithète celle qui est bénéfique pour son époux. C'est donc une reine pharaon qui a régné avant Toutankhamon. Et ce bracelet est l'un des rares cas où le nom de cette reine pharaon est intact. C'est un oubli. C'est un oubli. On aurait dû ou enlever ce bracelet du mobilier funéraire ou corriger le cartouche. Mais, comme vous le savez, le crime parfait n'existe pas. Hormis ce bracelet, tous les objets appartenant à Méritaton, sans aucune exception, ont été renommés au nom de Toutankhamon. Mais pour certains d'entre eux, il y a des signes qui ne trompent pas. Et le physique de ce personnage en fait partie. La magnifique statuette en bois doré d'un pharaon sur le dos d'une panthère noire. Elle aussi fait partie du trésor de Toutankhamon. Elle a été retrouvée dans la tombe du pharaon et est censée le représenter. Sauf qu'un détail ne colle pas. La preuve définitive que cette reine pharaon a bien existé se trouve dans cette figurine usurpée qui a été retrouvée dans la tombe de Toutankhamon. Et si vous regardez attentivement la poitrine, le galbe des seins vous montre que c'est effectivement une femme, une jeune femme de 16 ans qui a régné et qui est vraisemblablement la sœur aînée de Toutankhamon, Méritaton. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la seule statue complète de cette reine que l'on possède. Donc c'est un document absolument unique et extrêmement émouvant, puisqu'on n'en a pas d'autre. Méritaton, cette statue en atteste, ferait donc partie du club très fermé des femmes pharaons qui ont régné sur l'Égypte. À 15 ou 16 ans, elle serait parvenue à s'imposer, alors même que son pays, la grande puissance de l'époque, était en train de perdre sa suprématie. Car au moment précis où une épidémie frappe le royaume, le voici menacé d'être privé d'une matière vitale pour ses soldats. Le bronze, le métal indispensable pour la fabrication d'armes performantes. Son approvisionnement risque d'être coupé, car l'Égypte a perdu la maîtrise de la ville stratégique de Kadesh. La place forte de Kadesh est extrêmement importante dans toute l'histoire égyptienne parce qu'elle contrôle une percée naturelle qui met en communication la Turquie actuelle, le royaume des Hittites et le Proche-Orient, le couloir syro-palestinien. Et c'est là que transite tout un commerce international très important, avec en particulier le transport de l'étain et du cuivre, qui sont les éléments essentiels pour fabriquer du bronze. Sans cuivre et sans étain, il est impossible de fabriquer du bronze, c'est-à-dire des armes. Et celui qui n'a pas le contrôle de ces voies commerciales est voué à une mort rapide face à ses ennemis. Akhenaton ordonne que la ville de Kadesh soit reprise,
afin que la domination de l'Égypte sur le commerce soit rétablie. Mais contre toute attente, ces armées sont vaincues. Les Égyptiens ne se sont plus battus depuis des dizaines d'années au Proche-Orient parce qu'ils contrôlent en fait cette zone. Et cette défaite devant Kadesh est très grave. C'est un petit peu le Vietnam des Égyptiens de l'époque parce qu'ils ouvrent une brèche qui va permettre aux Hittites de prendre toutes leurs possessions dans le couloir syro-palestinien. Et c'est à ce moment-là que le roi meurt. Il va être enterré ici même, dans le caveau qui s'est fait réaliser dans la montagne aux alentours d'Amarna, à quelques kilomètres à peine des palais où il a passé la dernière partie de sa vie. La situation est donc réellement grave pour les Égyptiens et ils commencent à douter de la conduite du roi. Ils commencent à penser que la voie dans laquelle Akhénaton les a menés est une mauvaise voie parce que les dieux les punissent, les dieux ne les protègent plus dans leurs actions. Et donc, assez vite, Akhénaton va être rejeté dans les oubliettes de l'histoire comme un mauvais roi. On va effacer toute trace de son existence elle-même. On voit ici sur cette paroi que la présence d'Akhénaton a été complètement extirpée, martelée. Donc là où se trouvait le roi, on n'a plus qu'un fantôme sous les rayons du disque solaire Aton. Mais le disque rayonnant du dieu, lui, va rester parce que le dieu n'est pas proscrit. Ce n'est pas la faute du dieu, c'est la faute de son serviteur, le souverain, qui n'a pas rempli sa fonction d'interface entre les humains et le divin. À la mort de son père, Mérithaton a 14 ans. Tout à la fois fille aînée et grande épouse royale d'Akhénaton, elle est la première dans la ligne de succession. Et son frère Toutankhamon doit avoir à peine plus de 4 ans. Mérithaton commence-t-elle alors à constituer son trousseau funéraire, comme tout nouveau pharaon? Au musée du Caire, Marc Gabold continue son enquête sur le trésor de Toutankhamon. Il s'intéresse à présent aux objets du quotidien et il croise ici encore l'ombre de la reine Pharaon. Ce que l'on voit, c'est le nom de Toutankhamon en hiéroglyphe clair, mais en dessous, les traces qui ont été comblées d'un précédent nom. On voit très nettement le signe de vie Ankh, le scarabée Khépère et en dessous les traces du nom d'Akhénaton. Ce nom se disait An-Khépérouré, aimé d'Akhénaton, et c'est le nom de la reine Pharaon. L'usurpation est encore plus évidente sur l'autre bouton de coffre. Les hiéroglyphes dorés correspondent bien au nom du roi Toutankhamon. Mais en creux, les premiers caractères forment clairement celui de la reine Pharaon. Donc cette boîte appartenait à la reine Pharaon et a été récupérée et modifiée pour l'inhumation de Toutankhamon. C'est maintenant un petit objet qui retient l'attention de Marc Gabold. Un bijou, lui aussi trouvé dans la tombe du roi. Il comprend une représentation de la déesse Nout. Or, sous le règne d'Akhénaton, la déesse était proscrite. Seul le dieu Aton était vénéré. Le ou la propriétaire de cet objet était donc revenu à la religion traditionnelle. Mais de qui s'agit-il ? Parole dite par Nout, jetant mes bras sur mon fils le roi, Nkhépérouré, triomphante, je fais vibrer mes plumes sur ta perfection, Toutankhamon. Dans le cartouche qui se trouve ici, on voit très nettement le nom de Toutankhamon, mais on voit au-dessous les traces d'un premier nom que l'on peut lire assez aisément, Néfer Néferuaton, celle qui est attentionnée pour son époux,
c'est-à-dire la reine Pharaon. C'est donc Méritaton, et non Toutankhamon comme on le pensait jusqu'ici, qui referma la parenthèse ouverte par son père. Une décision majeure qui changea l'histoire du royaume. Qu'en est-il à présent des objets qui étaient en contact, direct ou indirect, avec la dépouille du pharaon? Le sarcophage en or massif, lui-même recouvert de 2 cercueils en bois doré. Le tout posé sur un lit, puis introduit dans un sarcophage de granit rose, lequel était enfin placé à l'intérieur de 4 chapelles funéraires recouvertes de feuilles d'or. C'est l'une d'elles que Marc Gabold va maintenant examiner. Cette fois, aucune maladresse dans l'écriture du nom du pharaon. C'est une anomalie dans la disposition des caractères, un espace trop large entre 2 hiéroglyphes qui interpelle l'égyptologue. Toutankhamon est vivant de la vérité. Or là, on voit qu'on a 3 signes superposés, mais qu'ils ne sont pas alignés. Donc il y a la place pour un signe manquant. Cela signifie qu'à l'origine, on avait écrit « vivante de la vérité ». Et puis, dans un second temps, on a bouché la marque du féminin, on a remis une feuille d'or, on a repoli le tout, et on ne voit plus rien, sauf qu'un signe manque. C'est extraordinaire. L'or est d'une beauté phénoménale, avec des reflets rouges. On voit en plus très bien que ce monument a une histoire compliquée. Tous les endroits où il y a le nom du roi, on constate que la feuille d'or est plus claire que dans d'autres zones qui sont beaucoup plus rouges. Donc à l'origine, elle a été faite pour un roi. On a enlevé les noms de ce roi. On a remis des apprêts, de l'or. On a regravé un nouveau nom. Mais cet or était beaucoup plus jaune et se détache très nettement par rapport au fond rouge du monument dans son état d'origine. Et là, c'est parfaitement évident. Il y a enfin la question du masque de Toutankhamon. « 10 kilos d'or pur, l'objet le plus célèbre du trésor du pharaon. A-t-il été confectionné à son intention? Ou a-t-il été usurpé de sa sœur aînée? Marc Gabold a trouvé les indices qui plaideraient une fois encore en faveur de Méritaton. Un cartouche qui comprend à nouveau de minuscules traces d'une gravure antérieure. Recomposées, elles indiquent ici encore que l'objet aurait été forgé pour la reine Pharaon. Son cartouche aurait ensuite été remplacé par celui de Toutankhamon. De tels objets extraordinaires étaient sans doute préparés pour tout pharaon. Mais Méritaton était une femme, de surcroît très jeune. Et pour elle, de tels privilèges étaient sans doute plus difficiles à obtenir que pour un roi masculin. Il a peut-être fallu qu'elle montre des mérites exceptionnels. À Amarna, une tombe pourrait le laisser penser. La tombe d'un dénommé Mérirée II, surveillant du harem royal sous le pharaon Akhénaton. Première image, 12e année du règne,
avant que les malheurs ne s'abattent sur la famille royale. C'est un moment idyllique du règne qui représentait le couple royal apparaît heureux, uni. On a d'ailleurs ce détail de Akhenaton qui prend la main de Néfertiti dans la sienne. La reine est probablement déjà enceinte du futur prince Toutankhaton et les 6 princesses sont représentées derrière le roi et son épouse. Deuxième image. 3 ans ont passé. Akhenaton et Néfertiti sont morts. Et c'est un autre couple royal qui est représenté. À droite, Méritaton. À gauche, un dénommé Smenkhkaré, un pharaon qui n'a jamais régné. Car cette image est celle d'une machination. Un plan machiavélique mené par la reine pharaon contre l'Empire hittite, son grand adversaire. Méritaton place d'abord son petit frère Toutankhamon à l'écart de la cour. Le voici avec sa nourrice. Il n'a alors guère plus de 5 ans. Ensuite, elle se tourne vers le roi des Hittites, le royaume qui met l'Égypte en difficulté en menaçant son commerce avec l'Orient. Et elle lui demande l'un de ses fils pour mari. Mais quelques mois plus tard, le roi lui écrit. « J'ai envoyé mon fils, dit-il, mais il a été assassiné en chemin. » Méritaton n'a sans doute jamais eu l'intention de s'unir au prince hittite. Elle a simplement gagné du temps. Le temps pour ses armées de sécuriser ses approvisionnements en cuivre et en étain. Alors, on ne sait pas si finalement il a été assassiné, s'il est mort par chance pour l'Égypte. En tout cas, ce mariage diplomatique apparaît comme l'un des plus grands coups de bluff de toute l'histoire diplomatique de l'Antiquité. Méritaton, en réussissant ce coup diplomatique alors qu'elle est encore une jeune adolescente, a probablement gagné une légitimité très importante aux yeux des Égyptiens et dans l'idéologie égyptienne qui veut que le pharaon maintienne l'ordre cosmique pour le bien-être de l'Égypte. C'est alors que Méritaton abandonne l'idée d'un dieu unique et rompt avec la pensée et avec l'œuvre de son père. La reine décide de quitter Amarna et elle retourne à Thèbes, où toutes les divinités traditionnelles sont vénérées. Méritaton emporte avec elle toute sa famille, y compris les disparus. Et elle les inhume dans une nouvelle tombe, dans la vallée des rois. Pour sa mère, Néfertiti, et sa grand-mère, la reine Kihi, elle choisit la dernière demeure de son grand-père, le roi Amenhotep III. Un petit graffito en hiératique, l'écriture de la vie quotidienne dans l'Égypte ancienne, indique la date de la cérémonie. Les corps des 2 femmes sont disposés aux côtés du sarcophage du pharaon, le grand personnage de cette époque, qui régna près de 40 ans sur son pays. Troisième année du règne, 3e mois de l'inondation, jour 7. Ce sera la dernière trace de la reine pharaon. Un mois plus tard, nous indique la stèle dite de la Restauration. Son frère monte sur le trône. Toutankhamon devient roi. Méritaton disparaît. Ce n'est sans doute pas une coïncidence, mais c'est tout ce que l'on sait aujourd'hui. L'hypothèse la plus vraisemblable est qu'elle est morte, ce qui a permis à son frère de monter sur le trône. La seule chose dont on est certain, c'est qu'elle n'a pas été inhumée dans le mobilier qu'elle s'était fait préparer et qui a été entièrement réutilisé pour Toutankhamon.
Donc elle a certainement été enterrée, où on ne sait pas. Peut-être une tombe que l'on connaît, mais qui a été entièrement pillée, ou une autre tombe qui reste à découvrir. On n'a aucune indication de son sort ultime. Deux semaines ont passé depuis que Howard Carter a envoyé son télégramme en Angleterre, lorsque son mécène, Lord Carnarvon, arrive au Caire accompagné de sa fille, Lady Evelyn. 4 jours plus tard, ils sont à Luxor, devant la tombe du pharaon, avec le tout nouvel assistant de Carter, un dénommé Arthur Callender. Carter brise la première porte et ses ouvriers se mettent au travail. Lorsqu'ils ont terminé le dégagement du couloir qui mène à la tombe proprement dite, Lord Carnarvon, qui est venu rejoindre Carter, et Carter lui-même, se trouve face à une seconde porte scellée. Carter va creuser un petit trou pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et il raconte que ce qu'il a vu, c'est avant tout des objets avec des têtes d'animaux étranges, des statues, et partout l'or qui réfléchit la lumière de sa chandelle. Et Carnarvon va lui demander « Mais qu'est-ce que vous voyez ?» Et il va répondre cette phrase qui est devenue célèbre dans l'histoire de l'archéologie « Je vois des merveilles ». Dans ses carnets, conservés à Oxford, en Angleterre, Carter affirme que ce jour-là, l'équipe s'est arrêtée sur le seuil de la tombe. Mais a-t-il raconté la vérité? La petite équipe serait-elle allée plus loin? Et à cette occasion, certains objets du trésor aurait-il été subtilisé? Musée du Caire. Voici Christian Leben. Ce magnifique coffre en bois au motif de marqueterie, c'est le premier indice dans son enquête sur la découverte de la tombe. C'est un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre. Aux côtés du coffre dans la tombe se trouvaient quelques dizaines de roseaux séchés. Des roseaux âgés de plus de 3 millénaires. Mais aussi un groupe de 4 petites céramiques, ainsi qu'un panier en osier magnifiquement bien conservé. Selon Howard Carter, tous ces éléments étaient réunis le jour de la découverte devant la porte de la chambre funéraire. Mais pour Christian Leben, ils prouvent au contraire que Carter et ses amis ont bien exploré l'ensemble du tombeau du roi. Et voici sa version des événements. L'équipe franchit le seuil de l'antichambre et Carter s'intéresse aussitôt à l'annexe. Le coffre en bois en bloque l'accès. Il le déplace provisoirement et se glisse dans la petite pièce. En sortant, il remarque les traces d'une porte à la droite de l'antichambre. Il procède alors à une petite ouverture dans laquelle il se faufile, suivi de Lady Evelyn et de Lord Carnarvon. Trop corpulent, Callender reste dans l'antichambre. Carter ouvre la première chapelle, dont la porte est scellée. Un sceau qui sera retrouvé sur le sol le jour de l'entrée officielle dans la chambre funéraire. Lorsque Carter est revenu dans l'antichambre, après être allé dans la chambre du trésor, il a refermé le trou qu'il avait fait dans la porte. Et il a tout naturellement utilisé du plâtre frais sur lequel il a ensuite appliqué un sceau. Pour camoufler tout cela, car on aurait vu immédiatement que du plâtre frais avait été utilisé, il a posé devant la porte un panier pour que personne ne puisse s'approcher et n'y regarde de plus près. Et il a mis le coffre à cette place précise pour empêcher les gens d'aller jusqu'à la porte. À ma connaissance, c'est l'unique coffre de l'antichambre qui n'ait pas été placé en angle droit, contrairement à tous les autres objets de l'antichambre.
et la supercherie fonctionne. Personne ne se demande pourquoi ces objets ont été disposés de manière si désordonnée, alors que le reste de l'antichambre est soigneusement rangé. Quand les responsables égyptiens se présentent devant la tombe pour son ouverture officielle, ils pensent donc qu'elle n'a jamais été visitée et que la panoplie funéraire du roi s'y trouve en totalité. Mais entre-temps, Carnarvon et sa fille, Lady Evelyn, sont repartis en Angleterre, emportant avec eux plusieurs objets collectés dans le tombeau le jour de cette première intrusion. Et c'est du château de Highclere, près de Londres, que Lady Evelyn écrit ensuite à Howard Carter. Alors que l'état de santé de son père se détériore, elle raconte que pour lui rendre la force qui lui manque, il lui suffit de faire le récit de leur intrusion dans le Saint des Saints. Cela lui fait l'effet d'un magnum de champagne, écrit-elle. Quant à Lord Carnarvon, dans une autre lettre à Carter, il invente aux objets qu'il a rapportés en Angleterre une provenance qui n'est pas celle de la tombe du pharaon. La gazelle et le cheval ont été achetés au Caire, écrit-il, et j'ai décidé qu'ils devaient venir de Saqqara. Voici la statuette de gazelle, aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art, à New York, tout comme la statuette de cheval en ivoire. Après la disparition de Carnarvon, sa collection a en effet été progressivement dispersée et l'essentiel est parti aux États-Unis. Quant à Howard Carter, il avait également collecté plusieurs objets lors de cette première découverte de la tombe en novembre 1922. Ils furent également vendus après sa disparition, 20 ans plus tard. Aujourd'hui, Mark Gabold mène l'enquête pour les retrouver. Au laboratoire du Grand Musée égyptien, il a rendez-vous avec Ahmed, un jeune restaurateur. Ce qui l'intéresse, ce sont ces petits objets en bois. Mr. Ahmed, please, can you show me the little monkey, please? Ils sont récemment sortis des réserves du vieux musée du Caire. Ce singe est absolument semblable à un autre qui se trouve au Brooklyn Museum et qui provient de la collection Carter. Donc il est tout à fait vraisemblable que ces deux singes forment une paire et qu'ils encadraient un objet cosmétique, puisque ces singes, avec les bras s'avançant comme ceci, généralement encadrent ce qu'on appelle un tube alcool, donc un tube qui était rempli de fard pour les yeux. Donc là, on a des objets qui se ressemblent, et s'ils ressemblent, peut-être qu'ils s'assemblent. Et dans le cas de ce singe et du singe de Brooklyn, qui sont assez isolés dans l'art égyptien par les caractéristiques du visage notamment, eh bien, il est très vraisemblable qu'ils appartiennent exactement au même objet. Cette petite boîte en ivoire, à l'effigie d'un canard, découverte dans la tombe de Toutankhamon. Deux autres boîtes exactement semblables, toutes les deux issues de la collection Carter, se trouvent aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art, à New York. Comme ce sont des objets qui sont relativement précieux, assez isolés quand même dans les productions artistiques de l'époque, il est tout à fait envisageable que ces trois objets viennent en fait de la même tombe dans la vallée des rois. Enfin, il y a ce petit lion articulé. Mark Gabold l'associe à un autre objet du même type, qui se trouve lui aussi en Amérique. En fait, c'est un petit balancier. Il y avait probablement deux petites ficelles qui se logeaient dans les orifices que l'on a sur la tête et sur la queue et qui rejoignaient la mâchoire articulée en dessous. Et quand on bougeait le balancier, soit on avait l'ensemble du corps du lion qui bougeait, soit on avait seulement la mâchoire. Donc ça permettait d'animer en quelque sorte cette petite figurine de lion.
Alors, au Metropolitan Museum of Arts, il y a un objet qui ressemble énormément, qui est un chien, en ivoire cette fois-ci, avec également la mâchoire articulée. Donc il est très probable que cet objet du Metropolitan, qui vient de la collection Carter, soit en fait un objet qui est pour origine la tombe de Toutankhamon. Il faut imaginer que cet objet a été touché par Toutankhamon, qu'il a joué avec. Donc c'était un objet extrêmement chargé d'émotions. On a quelques objets comme ceci, on sait qu'ils ont été manipulés par le roi, et ça c'est toujours quelque chose de tout à fait touchant. Toutankhamon était-il encore enfant quand il est devenu pharaon? Dans son trésor, un objet permet de l'imaginer à l'aube de son règne. Son célèbre trône, lui aussi retrouvé dans sa tombe. Sur le dossier, le voici représenté avec Ankhésénamon, son autre sœur aînée, qu'il vient sans doute d'épouser. Un trône dont la taille correspond à celle d'un adulte. Mais a-t-il vraiment été fabriqué à l'intention du roi, au moment de son couronnement? Ce qui retient ici l'attention de Mark Gabold, c'est la partie inférieure du fauteuil royal. Elle a de toute évidence été endommagée. On voit qu'ici, il y avait des éléments décoratifs qui ont été enlevés de tous côtés. Alors on peut supposer que c'est une usure normale du trône, mais on peut également imaginer que c'est parce qu'il y a eu un événement un petit peu particulier. Que pouvait-il se trouver entre les pieds du trône de Toutankhamon? Très certainement une décoration identique à cette autre chaise du roi, une chaise d'enfant, également retrouvée dans sa tombe. Des roseaux tressés. Ils symbolisent l'union des deux terres, la Haute et la Basse Égypte. Il faut s'imaginer que sur ce trône qui est fait pour un adulte, c'est un enfant de 7 ans qui a été assis. Et que fait un enfant de 7 ans qui reste de longues heures sur une chaise d'adulte? Eh bien, il commence à balancer ses jambes, à donner des coups de talon sur le mobilier et, résultat, à fragiliser ces éléments qui ont sans doute été cassés. Par souci d'élégance, une fois qu'ils ont été cassés, on les a enlevés de tous les côtés, mais on a probablement ici la preuve que le roi Toutankhamon était très jeune, environ 7-8 ans, lorsqu'il s'est assis sur ce trône, et que ce trône était fait pour un adulte et pas fait pour lui à l'origine. Si le trône de Toutankhamon n'était à l'origine pas le sien, à qui pouvait-il appartenir? C'est à l'arrière du siège que se trouve la clé de l'énigme. L'hypothèse, c'est qu'il y avait un premier décor, qu'on a arraché les feuilles et qu'en les arrachant, elles se sont déchirées. On a regravé le nouveau protocole et on a recollé les feuilles. Un autre indice pourrait confirmer cette hypothèse. Une phrase mystérieuse inscrite sur la fameuse stèle de la Restauration qui marque l'accession au trône de Toutankhamon. Ensuite, après que des jours eurent passé sur ceux-ci, apparut Sa Majesté sur le trône de son père, et elle gouverna les rivages d'Horus. Dans la stèle de la Restauration, eh bien, Toutankhamon dit qu'il s'est assis sur le trône de son père. Et dans ce cas-là, on peut probablement prendre ce texte à la lettre. Donc ceci serait en fait le trône d'Akhénaton, modifié pour Toutankhamon afin qu'il puisse régner. Une fois sur le trône, le jeune pharaon doit procéder à un dernier geste symbolique.
Son père, inhumé à Amarna, est peut-être considéré comme un mauvais roi. Mais Toutankhamon doit prendre sa suite. Et pour cela, il y a une démarche à respecter. Ce creusement correspond très exactement à l'emplacement du sarcophage d'Akhénaton. C'est ici qu'il a été enterré. C'est ici également que les agents du pharaon Toutankhamon vont venir retirer sa momie pour le réenterrer dans la vallée des rois, laissant le sarcophage qui sera par la suite fracassé, probablement parce qu'on voulait empêcher la réutilisation de ce sarcophage, mais aussi peut-être parce que la mémoire de ce pharaon allait être bannie dans les oubliettes de l'histoire. Réinhumer Akhénaton, ce n'est pas seulement faire revenir son corps dans la vallée des rois, où tous les pharaons du Nouvel Empire sont enterrés. C'est aussi se conformer à la loi dynastique telle qu'énoncée par ce papyrus. Que le patrimoine soit donné à celui qui enterre, énonce-t-il. Autrement dit, celui qui inhume le pharaon est son successeur légitime. Toutankhamon choisit la tombe d'un simple particulier. Le pharaon défunt reposera dans le sarcophage de l'une de ses épouses étrangères tombées en disgrâce, une dénommée Kiya. C'est ainsi, un jour de l'année 1327 avant notre ère, que Toutankhamon devient pour de bon le nouveau pharaon. Roseau que Sa Majesté a sélectionné et coupé de sa propre main dans le fourré des roseaux de Djapour qui se trouve dans la cour de Younsès à l'emplacement des fabricants de flèches. Alors cet objet, c'est l'un des plus émouvants découverts dans la tombe. En effet, on a très peu d'indications sur la vie de Toutankhamon. On sait qu'il est né, on sait qu'il est mort, mais entre les deux, on a très peu d'événements qui ont été consignés. Et celui-ci raconte comment le roi alors qu'il se trouvait probablement dans le delta, dans la région où va s'élever bientôt la capitale des Ramsès, puis Ramsès, il a été sélectionné un roseau, il l'a coupé de ses propres mains et il en a fait une canne. Et ensuite, cet objet a été considéré comme suffisamment significatif et précieux pour qu'on mette 2 embouts de métal précieux aux 2 extrémités et qu'on le mette dans sa tombe. 130 cannes, sceptres ou autres bâtons étaient entreposés dans la tombe de Toutankhamon. Beaucoup étaient placés entre ces chapelles funéraires, à proximité immédiate de la dépouille du roi. Une façon pour le défunt de soutenir sa marche dans l'au-delà, mais aussi de mieux se défendre ou encore de montrer son autorité. Pourtant, leur nombre pose question. Et c'est ainsi qu'est née l'idée d'un roi handicapé. Les cannes dans les tombes, c'est très courant. Dans toutes les tombes, il y a des cannes. Il est vrai que chez Toutankhamon, il y en a beaucoup plus que dans les autres tombes que l'on a fouillées jusqu'à présent, mais c'était un roi. Donc on ne peut pas tirer de cet argument, du fait qu'il y a beaucoup de cannes, le fait qu'il avait des problèmes pour marcher. Mais c'est un indice qu'il pouvait avoir des difficultés à marcher. Comment vérifier pareille hypothèse à plus de 3300 ans de distance? Ce superbe coffre en bois est un indice supplémentaire. Toutankhamon y apparaît à 2 reprises, et à chaque fois, il y a une anomalie dans sa représentation. Tout d'abord, sur le couvercle, sur lequel figure le couple royal.
une scène tout à fait typique de l'époque, extrêmement bucolique, extrêmement tendre, où Ankhésenamon, l'épouse de Toutankhamon, lui offre des fleurs. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que Toutankhamon s'appuie sur une canne. Comment interpréter la présence de cette canne? On peut certes imaginer un handicap, mais également une façon de souligner la majesté du personnage. Oui, mais la deuxième image sème le doute elle aussi. C'est une représentation où Toutankhamon tire à l'arc avec au pied son épouse Ankhésenamon. Et chose très curieuse pour un tireur à l'arc, il est assis. On a 4 représentations de Toutankhamon tirant à l'arc assis. Et c'est quand même quelque chose d'assez rare que de se mettre assis pour tirer à l'arc. En conclure qu'il était nécessairement handicapé, c'est peut-être aller un peu loin, mais en tout cas, il pouvait avoir une difficulté à se mouvoir et une difficulté à rester longtemps debout. Aujourd'hui, c'est au laboratoire du Grand Musée égyptien que l'enquête autour du handicap du roi pourrait trouver son aboutissement. Plus précisément par l'étude des sous-vêtements du pharaon. Des triangles de tissu qu'il passait entre ses jambes et qu'il nouait ensuite autour de sa taille. Première étape, une 50aine de clichés, chacun avec une lumière orientée de manière différente. Cette technique nous permet de voir s'il y a de l'usure au niveau des fibres. Une usure causée par l'utilisation de l'objet ou par un frottement survenu dans l'Antiquité. Ensuite, l'ordinateur va fusionner les photographies, de façon à obtenir une image unique sur laquelle il sera possible de varier à loisir l'exposition. C'est avec ce procédé que les scientifiques ont constaté que l'usure du tissu n'était pas répartie de manière uniforme. Les fibres de lin, de forme ronde, sont davantage écrasées du côté droit que du côté gauche. Cette partie se situe au niveau de la taille. Et cet endroit, c'est là où l'on s'assoit. Si on élargit un peu l'image à cet endroit et que l'on compare les deux parties, on peut voir que la surface est plus polie d'un côté que de l'autre. Les fibres de tissu sont ici plus visibles en comparaison de cet autre endroit. Si une personne normale avait utilisé ce tissu, on aurait vu une usure égale des deux côtés. Cela nous amène à dire que le roi avait un problème au niveau du pied gauche, ce qui l'obligeait à s'asseoir ainsi de manière plus prononcée. C'est pour cette raison que le frottement se situe du côté droit du sous-vêtement du roi. 145 sous-vêtements se trouvaient dans la tombe. Mais à chaque tissu examiné, la conclusion est identique. L'usure est inégalement répartie. La démarche du roi était bien déséquilibrée. À sa mort, Toutankhamon a environ 17 ans. Il vient de célébrer le 10e anniversaire de son règne. On connaît le moment de sa disparition grâce à un collier de fleurs posé sur sa momie. Une floraison qui survient entre la fin mars et le début du mois d'avril. Puisque dans l'Égypte ancienne, il s'écoule 70 jours entre le décès et l'inhumation, il est aujourd'hui établi que le pharaon est mort quelque part entre décembre et février.
Son corps est entièrement rasé puis soigneusement lavé. Ensuite, chose exceptionnelle, le cerveau est à la fois vidé par le nez, mais aussi par une incision de la nuque, à la hauteur de la 10e vertèbre. Un liquide résineux est ensuite versé dans sa boîte crânienne. Les viscères, les poumons, mais aussi le cœur sont retirés. Et des sachets de natron, une sorte de sel, sont placés dans et autour du corps pendant 60 jours pour sécher les matières organiques. Des tissus imprégnés de résine sont ensuite insérés dans l'abdomen. Et le même ingrédient, mélangé à du vin sucré, est versé sur le corps du défunt. C'est ce traitement plus sévère que d'ordinaire qui a profondément brûlé les chairs du roi. Si bien qu'aujourd'hui, la momie de Toutankhamon est l'une des moins bien conservées de toutes les momies royales découvertes jusqu'à présent. Une fois le corps traité, le roi est coiffé d'un bonnet de perles. Un collier de faïence est posé sur sa poitrine. Des capuchons couvrent ses doigts. Ses pieds sont chaussés de sandales en or et ses bras couverts de bracelets. Le corps est ensuite enveloppé dans 16 niveaux successifs de bandelettes, entre lesquels sont glissées des dizaines d'amulettes au pouvoir magique, de nombreux colliers, ainsi que plusieurs armes remarquables, parmi lesquelles une dague en or massif et un poignard dont la lame a été façonnée dans un métal extraordinaire. Lorsque Carter l'a découvert, il était absolument intact. Il n'avait pas rouillé, il n'y avait que quelques petits points d'oxydation parfaitement polis. Et lorsqu'il a testé le fil sur son pouce, il était parfaitement aiguisé. On sait que le grand-père de Toutankhamon, le roi Amenhotep III, a reçu de la part du roi Mitanien, le Mitanni correspond à peu près au Kurdistan actuel, a reçu de la part de ce roi un poignard qui est ainsi décrit. Sa lame est en fer, son manche est orné de pierres bleues, sa garde est en or et son pommeau est en pierre khilabi, que l'on suppose pouvoir être du cristal de roche. La dernière caractéristique extraordinaire de ce métal, c'est que c'est du fer météoritique. Il était assez fréquent dans l'Antiquité d'utiliser du fer provenant des météorites pour les marteler, les forger et en faire des armes d'excellence. Dans la mort, les Égyptiens ont besoin de se protéger contre des forces hostiles. Et il est sûr que ce poignard en fer est une arme beaucoup plus performante que les armes en bronze. Donc si on l'a mis sur la momie de Toutankhamon, c'est pour aider le souverain dans l'au-delà, et c'était une arme extrêmement efficace. « 33 siècles plus tard, défaire ce que les prêtres égyptiens ont réalisé demande plusieurs semaines à Howard Carter. Il lui faut séparer les cercueils sans les endommager pour ensuite dissocier le corps du pharaon et étudier sa momie. Carter dispose d'une structure en bois autour du sarcophage. Puis il soulève son couvercle, ainsi que celui du premier cercueil. Ensuite, il met en place un jeu complexe de cordes et de poulies. Et c'est ainsi qu'il parvient finalement au sarcophage en or massif. Dans une tombe voisine, il doit découper la momie collée dans sa cuve par les résines versées au moment de l'enterrement. Enfin, il chauffe la cuve du sarcophage en or pour la séparer de celle du deuxième cercueil. Enfin, c'est la fouille de la momie. Impossible de retirer les bandelettes qui ont été elles aussi solidifiées par les liquides résineux. Elle est donc littéralement disséquée. Et c'est ainsi que Howard Carter découvre les quelques 200 objets dissimulés entre les tissus.
Quand il achève son travail, le corps du roi est totalement déshabillé, hormis son crâne, sur lequel est incrusté un bonnet de perles. Sans doute le bonnet qu'il portait dans sa petite enfance. Il reste aussi sur sa poitrine un superbe collier en or et en faïence bleue, littéralement incrusté dans les chairs du pharaon. Mais quand Howard Carter dépose le corps dans une caisse et le replace dans sa tombe, l'essentiel du collier a disparu. Enfin, dans les années qui suivent, des pilleurs de tombes découpent le torse du roi pour s'emparer du reste du collier et volent son bonnet de naissance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans sa tombe, le pharaon n'a plus aucun attribut qui lui était revenu au moment de son enterrement. Dans les réserves du Grand Musée égyptien, voici quelques-uns des derniers objets placés dans la tombe, juste avant l'inhumation. Le roi n'est pas le seul à avoir été momifié. Des volailles et du bœuf l'ont été également. Et on les a placés dans des boîtes à l'intérieur de la tombe. Elles devaient garantir le bien-être du roi dans la vie après la mort. 48 boîtes de viande sont disposées parmi les quelques 5500 objets que compte le trésor. Elles sont entassées dans l'antichambre, avec des condiments et des fruits de toutes sortes. Tandis que dans l'annexe, sont entreposés des jarres remplis d'un vin sucré, le chédé, un vin mélangé à du miel qu'affectionnaient les anciens Égyptiens. Le fruit du palmier Doum pousse encore de nos jours sur les bords du Nil. Dans la tombe de Toutankhamon, on en a recensé des centaines. Un sistre, un instrument de musique. C'était un moyen par lequel on pouvait entrer en contact avec les dieux. Dans la chambre funéraire, un indice permet d'imaginer que la tombe a été préparée dans une certaine improvisation. À cet endroit, la peinture a coulé. Or, jamais dans une tombe royale, pareille imperfection n'aurait été tolérée. Le véritable tombeau du pharaon n'était sans doute pas prêt. Toutankhamon a été inhumé dans la tombe d'un simple particulier, décoré à son intention juste avant l'inhumation. La décoration de la tombe de Toutankhamon comporte une scène tout à fait exceptionnelle, unique dans toute l'histoire de l'art égyptien. Elle figure pour la première et dernière fois un pharaon qui est en train d'enterrer son prédécesseur. Donc on a à droite le pharaon Haï qui vient d'être couronné, qui exécute les derniers rituels funéraires sur la momie du jeune Toutankhamon qui vient de décéder. Ce qui est vraiment surprenant avec cette représentation du pharaon Haï, c'est la jeunesse qui est prêtée au roi. Il a exactement les mêmes traits juvéniles que Toutankhamon, son protagoniste, celui qu'il est en train d'enterrer. Or, on sait historiquement que 2 générations séparent ces 2 personnages. Haï a donc l'âge d'être le grand-père de Toutankhamon et peut-être même qu'il est son grand-père maternel. On aurait donc ici un grand-père qui est en train d'enterrer son petit-fils décédé prématurément. Que se passe-t-il une fois la cérémonie terminée et la tombe refermée? Howard Carter a mené l'enquête. Tout commence au moment de la découverte, quand il se présente devant la première porte de la tombe. À première vue, elle est intacte. Mais dans sa partie supérieure gauche, Howard Carter constate qu'elle a été percée puis rebouchée. En étudiant les choses de plus près,
Il conclut même que cela s'est produit à 2 reprises. Cette histoire du double pillage antique de la tombe de Toutankhamon va évidemment piquer son intérêt et il va essayer de trouver tous les indices qui lui permettront de reconstituer ce qui s'est passé dans cette tombe à l'époque antique. En pénétrant dans la tombe, Howard Carter remarque plusieurs objets ordinaires. Des objets qui sont autant d'indices à partir desquels il va écrire le scénario du pillage du tombeau du pharaon. Parmi ces indices, il trouve dans la tombe un shesh, un foulard comme celui que je porte là maintenant, qui sert notamment à transporter des objets. Dans ce shesh, il découvre une série de bagues en or très ouvragées qui ont été emportées par les pillards et ces pillards ont manifestement été pris la main dans le sac. Ils vont devoir abandonner sur le site ce bandage qui leur sert de sac pour transporter le fruit de leur larcin. Et on devine avec horreur le supplice qu'ils ont dû subir, puisque à l'époque, on le sait, lorsqu'on pille une tombe de la vallée des rois, le supplice qui est imposé est le supplice du pal, c'est-à-dire qu'ils ont dû mourir empalés sur un pieu acéré. Carter retrouve les 8 bagues dans le foulard, à l'intérieur de l'antichambre, dans un coffre placé sur l'un des lits du pharaon. Il en déduit que les gardiens de la nécropole, qui auraient surpris les voleurs, auraient choisi ce coffre pour remettre en place les objets qu'ils venaient de récupérer. Il trouve aussi dans la tombe un grand nombre de flèches, dont les pointes ont été subtilisées. Des pointes en bronze qu'il découvre pour certaines dans le couloir d'accès, comme si les voleurs les avaient perdues en quittant précipitamment le tombeau du roi. Enfin, ces vases en calcite blanc qui contenaient de longs gants, un maquillage à base de matière végétale. Les voleurs les auraient vidés. Leurs traces seraient encore visibles à l'intérieur du récipient. Et c'est ainsi qu'Howard Carter dresse le scénario suivant. La première fois, les voleurs font une intrusion dans l'antichambre, s'emparent de quelques objets et ressortent sans être inquiétés. Après quoi, les gardiens du site bouchent le couloir d'accès pour éviter que cela ne se reproduise. Ce qui n'empêche pas d'autres voleurs de s'aventurer dans le tombeau. Howard Carter calcule qu'il aura fallu environ 8 heures pour se glisser jusqu'au trésor du roi. Mais cette fois, ils sont pris sur le fait et leur butin est replacé dans la tombe, qui est refermée pour de bon. Son entrée sera plus tard recouverte par les déblais d'un autre tombeau et la tombe de Toutankhamon, petit pharaon d'une période troublée, sera ainsi oubliée. D'autant qu'un dénommé Horemheb le fait disparaître pour de bon de l'histoire égyptienne. Après le court intermède du pharaon Haï, c'est l'homme qui reprend le pays en main. L'Égypte redevient une grande puissance et la tombe du nouveau roi est à la mesure de cette place retrouvée. La tombe est vraiment gigantesque. Elle s'enfonce à 128 mètres de profondeur, 1300 mètres cubes de rochers excavés. C'est là où on retrouve de véritables proportions royales. C'est là aussi où on mesure que la tombe de Toutankhamon est en fait une tombe de particulier, aménagée à la va-vite, le temps de la momification du souverain. Après la tombe de Toutankhamon, un peu plus de 100 mètres carrés, puis celle de son successeur, 2 fois plus grande, on revient aux immenses proportions des grands rois du Nouvel Empire. Avec Horemheb, la 18e dynastie, celle d'Akhénaton, de Méritaton et de Toutankhamon, tombe dans l'oubli.
Il a au départ une carrière de général, il est extrêmement important, c'est l'homme fort du régime de Toutankhamon. On sait que c'est lui qui négocie des traités de paix avec les Hittites, c'est lui qui dirige l'Égypte lors du règne de cet enfant roi, et puisque c'est lui qui a le pouvoir de fait, il va devenir pharaon à la mort du successeur direct de Toutankhamon. Et un peu à la manière de Staline au début du XXe siècle, il va effacer la mémoire de tous ses prédécesseurs, il va démonter systématiquement tous les monuments, il va usurper ceux qui restent en place, il va graver son cartouche à la place de celui de Toutankhamon. C'est lui qui va l'éradiquer de l'histoire égyptienne jusqu'à ce qu'Howard Carter redécouvre la tombe du jeune roi et l'exhume des ténèbres du passé. Horemheb a voulu faire disparaître Toutankhamon. Comme le jeune pharaon, avait voulu effacer la mémoire de Mérithaton, sa sœur aînée. Ni l'un ni l'autre n'y sont parvenus. Leur nom a survécu au-delà des millénaires. Pour les anciens Égyptiens, une véritable éternité.